Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, pour ce premier anniversaire de Coconut Podcast, nous réitérons avec une invitée de marque, messieurs, dames. Alors là, elle se passe de présentation. Il s'agit de sa deuxième visite, oui, messieurs, dames, à Coconut Podcast. Nous sommes plus qu'honorés que de pouvoir nous entretenir avec celle, lorsqu'elle nous avait rencontrés en 2020, eh bien, elle était chef du Parti libéral. Eh bien, aujourd'hui, nous la recevons et nous lui avions dit, Dominique, tu vas être chef de l'opposition, voire même premier ministre. Et aujourd'hui, nous la recevons, messieurs, dames. Dans un premier temps, elle est députée de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, oui, dans le sud-ouest de l'île de Montréal. Mais aujourd'hui, nous sommes plus qu'honorés que de recevoir, je dis bien, la chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec. Messieurs, dames, accueillons Dominique Anglade. Bonjour, mais quelle introduction, c'est fabuleux. Écoute, Dominique, c'est la deuxième fois que tu es avec nous à Coconut Podcast. Tout l'honneur est le nôtre. Tu peux voir que je suis très fébrile. Notre équipe également. Aujourd'hui, nous recevons à Coconut la chef de l'opposition officielle, celle qui se doit de poser les vraies questions au premier ministre. Ces derniers temps, on sent qu'avec ce qu'on vit, tu le tacles comme il faut, comme on dit. La première question qu'on pose, commence à être habitué. Comment vas-tu, Dominique? Ah, super question. Alors, ça va bien, ça va bien. Ça va occuper. Mais contente d'être là aujourd'hui parce que il y a un anniversaire que tu fêtes également. Alors, toute l'équipe, j'aimerais vraiment saluer toute l'équipe pour le travail que vous faites. C'est vraiment chouette. Sinon, ça va bien. Occupé entre le travail, évidemment, à Québec, ce qu'on essaie de faire aussi en circonscription dans le comté, ce qu'on essaie de faire partout sur le terrain, même de manière virtuelle, à la maison, les enfants, etc. Et maintenant, j'ai 2 cochons d'Inde depuis certaines semaines en plus. Donc, bien occupé. OK, superbe. On est content que tu nous dises joyeux premier anniversaire, mais également, on sait que le 31 janvier, c'était ton anniversaire. Alors, on tient quand même à te souhaiter un joyeux anniversaire, Dominique Anglade, et surtout... écoute, dans le prochain anniversaire, assurément, là, tu vas être en train de te préparer pour devenir première ministre du Québec, éventuellement. On te le souhaite. C'est ça l'objectif. Ouais, tu travailles. On veut savoir, sur le plan professionnel, on va y arriver dans quelques instants, mais tu tweetais, hein, que une de tes filles, hein, te disait, maman, je suis content de te connaître comme maman parce que sinon, je te connaîtrais qu'à travers la politique. Donc, il y a quelque chose où ce que tes enfants sont vraiment contents de pouvoir passer plus de temps avec toi, malgré ton agenda très chargé, mais on sent que tu prends même le temps de partager avec les citoyens un peu ce que tes enfants te font remarquer. Puis je pense qu'ils sont contents que tu sois un peu plus à la maison ces temps-ci. Ils sont habitués à avoir une maman qui est occupée, mais ce que disait ma fille, en fait, ce qui était mignon, c'est qu'elle disait, enfant, je te connaîtrais pas si tu étais juste en politique parce que je suis pas du tout la politique. Elle a 9 ans, elle m'a pas fait politique non plus. Mais c'est tellement mignon la manière dont elle l'a amené. Puis ils font tellement des commentaires étonnants parfois qui te font réfléchir. Donc, de temps en temps, je le mets sur Twitter, les mots d'enfant. Ils font bien rire. Superbe. Dominique, toi-même, tu as vécu dans une famille, la grande famille des Anglades.
tes parents vont beaucoup participer à des réunions associatives, ils vont beaucoup s'impliquer. Puis toi, ben, un peu, tu vas suivre leurs pas un peu. Mais maintenant, ta fille, entre autres, de 9 ans, je sais que tu as un garçon aussi. Est-ce que tu sens qu'ils sont plus ou moins intéressés par la chose publique éventuellement? Est-ce que tu sens qu'il y en a un, là, il se prépare, puis il va peut-être être secrétaire général de l'ONU, tu sais? Ben, j'ai un fils de 14 ans, une fille de 12 ans, puis une fille de 9 ans. Mhm. Alors, je peux te dire d'ores et déjà que je pense pas que Fiston soit particulièrement intéressé par la politique. OK. Les filles, je sais pas. Je sais pas. C'est chacun son chemin. Je suis pas sûre qu'à l'âge de 9 ans, j'étais aussi moins intéressée par la politique. Tu absorbes beaucoup ce que les parents font. De-delà de ce qu'ils disent, c'est surtout ce qu'ils font que tu absorbes. Puis après ça, ce sera à eux de voir. Hein. Ce sera vraiment à eux de choisir leur voie. On est tu sais, je me rends compte à chaque étape de la vie d'un enfant, au début, tu sais, tu t'en occupes, tu t'en charges tout le temps, ils sont tout petits, puis ils ont besoin d'être accompagnés constamment. Aujourd'hui, je m'en vais vers l'adolescence avec déjà 2 d'entre eux, puis la troisième qui s'en vient. C'est davantage un accompagnement, c'est davantage des réflexions. On verra ce qu'ils décideront de faire. Mais peu importe ce qu'ils font, ils savent qu'on sera derrière eux. Superbe, excellent, excellent. Bon, maintenant, on va rentrer dans ce qu'on peut appeler le plat principal parce que, bon, on t'a déjà reçu à Coconut Podcast. On invite nos internautes à regarder la première entrevue, écoute, qui a fait tapage sur la blogosphère, sur la toile. Et aujourd'hui, nous te recevons. Donc, ceux qui veulent connaître un peu tout ton parcours, on les invite à cette entrevue qui fut magnifique. Je tiens à te dire qu'on a reçu Marois Risky également à l'émission. Ta collègue, Madame Listerio, et ça, c'était superbe. Et puis, on sent que dans les rangs des libéraux, là, actuellement, tu sais, je sais pas, là, tu sais, c'est tricoté serré, on se tient, puis on sent pas qu'il y a de la bisbille. Sous la houlette de Dominique Anglade, t'as réussi à ramener Monsieur Cusson, Madame Listerio. Certains journaux disaient qu'il y avait de la petite chicane, là. Ouais, c'est superbe, ça. Mais je pense que l'objectif aussi, c'est de savoir, chaque personne a une contribution à apporter, puis tu veux que chaque personne contribue au meilleur de son potentiel. Et on a des personnalités fortes, des personnalités affirmées. C'est important dans un parti parce que c'est ça, c'est aussi le choc des idées, c'est aussi des échanges. Alors, tu parlais de Marois, c'est un exemple où tu as des gens qui ont faim, qui veulent s'appliquer, qui sont là pour les bonnes raisons aussi. Tu as des gens qui ont milité depuis longtemps, puis tu as des gens qui se sont joints à nous plus récemment. Et je pense que c'est ce mélange-là qui est important de garder en tête, parce que c'est la force d'un parti, c'est la force de l'équipe aussi. Hein. C'est beaucoup la force de l'équipe. Ben, on sent qu'il y a un leadership positif de la part de Dominique ferme, qui fait passer certaines idées pour l'avancement du Parti libéral, mais également de notre belle province. Alors ça, c'est quand même intéressant parce qu'on apprend, en tout cas, certains, on te suivait déjà, là, issus de la communauté haïtienne, mais pour plusieurs, on apprend à connaître le leadership en toi. Tu étais quand même à différents niveaux déjà leader, mais là, ça, c'est intéressant. Pas de chicane dans ma cour. J'aime ça. Dominique, tu as également un député très en vue dans la région de Montréal. Tu as fait un petit remaniement, je dirais, dans ton cabinet, hein, fantôme, je ne sais pas, tu spécifies. Monsieur Franz Benjamin, tu confirmes, je pense qu'aujourd'hui, il est président du caucus. Wow! Président du caucus, c'est un rôle qui est important parce que c'est un rôle qui, tu dois bien comprendre, si on est 28 au sein du caucus avec des personnalités différentes, avec des dossiers différents. Il faut que tu sois capable de mettre tout ce monde-là ensemble, d'assurer une cohésion de l'équipe, d'être bien au courant de ce qui se passe, d'avoir une affinité avec chacun. C'est un rôle qui demande beaucoup de doigté et beaucoup de souplesse, mais également c'est un sens de la direction. Puis Franck, c'est impeccable dans ce rôle, vraiment. Il le joue à merveille. Il aime ça, puis on voit qu'il aime ça. Ça transparaît aussi. Quand je dis qu'il
que chacun puisse contribuer au meilleur de son potentiel. Mais je pense que pour Franck, c'est vraiment un bel endroit pour lui que de diriger notre caucus. Superbe. Maintenant, Dominique, ton équipe est en place. On t'a suivi l'été dernier et durant toute cette année. Nous-mêmes, Coconut Podcast, suite à notre entretien avec toi, nous nous sommes permis de visiter les différentes régions du Québec avec le Coconut Podcast. Et là, maintenant, nous, on passait à certains endroits, puis en étant dans la place ou en quittant la place, en arrivant dans l'une des localités, eh bien, on entendait Dominique qui passait à la radio. Entre autres, tu t'es rendu avec cette tournée des régions parce que tu as un projet que tu portes qui est cette charte des régions qui est intéressant. J'aimerais que tu nous en parles. Mais tu t'es rendu en Abitibi, dans le bas du fleuve, Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas si tu t'es rendu sur la Côte-Nord. Bien sûr, OK. Superbe. Sept-Îles, Ouachat, Maliotenam. OK, excellent. Ouais, t'es bon. Oh, Madame Dominique, vous tracez l'exemple pour nous aussi. Alors, j'aimerais t'entendre le fait de sillonner le Québec. On en avait déjà parlé un peu, mais toi, comme on dit, les bottines suivent les babines. Alors, tu fais pas juste le dire, mais tu as pris ton baluchon. On a vu, tu as mis tes espadrilles de course, de marche. Ça, moi, j'ai même commenté sur un des fils qu'on suit. Et tu as fait cette tournée des belles régions du Québec. Quel a été l'accueil? Et surtout, que proposes-tu dans cette charte des régions? Que propose le Parti libéral avec cette charte des régions? Bien, d'abord, moi, j'adore être sur le terrain. Un des enjeux avec la pandémie, c'est qu'on ne peut pas se retrouver à rencontrer les gens, à toucher les gens. Je pense que ça fait beaucoup partie de ce que c'est que la politique, que d'aller à la rencontre de l'autre. Mm-hmm. Dans toutes les tournées, la réception était très bonne, mais une tournée, tu tournes pour mieux retourner. Je ne sais pas de le dire. C'est pas quelque chose que tu fais une fois dans ta vie. J'ai tourné avant de faire de la politique. Je l'ai fait quand j'étais ministre. Je l'ai fait dans ma course à la chefferie de 30 000 km. Je le refais aujourd'hui dans le cadre de la tournée avec la Charte des régions. Mais c'est quelque chose qui est perpétuel. C'est pas quelque chose que tu fais un jour puis tu dis « c'est fait, check ». Non, tu es constamment en train de t'alimenter parce que le territoire du Québec, il est grand. Les réalités sont variées, puis il faut vraiment être imprégné de ce qui se passe partout. Puis, au bout du compte, proposer. Proposer quoi? Une charte des régions. Puis cette charte des régions-là, l'objectif, c'est de reconnaître toutes les différences qui existent d'un point de vue régional dans chacune de nos régions et de faire en sorte que le mur à mur qu'on a à Québec, dans bien des domaines, puisse être modulé pour s'adapter à la réalité territoriale ou régionale de chacune des régions, parfois même à l'intérieur des régions, des sous-régions qui sont elles-mêmes aux prises avec des réalités différentes, plus loin parfois des milieux urbains à l'intérieur même des régions. Donc, tout ça, l'objectif, c'est de faire davantage de sur-mesure, région par région, pour s'assurer d'une chose, que chacune des régions puisse atteindre son plein potentiel. Et on a beaucoup d'opportunités, mais on a beaucoup d'enjeux également en face de nous pour que ça arrive. Superbe. Et on connaît, il y a le palier municipal, on a le palier provincial, fédéral, mais plusieurs ne savent pas que nous avons un quatrième palier tout de même, les MRC, les municipalités régionales de comté, les préfectures, les préfets. Est-ce qu'il y a une place pour cette instance dans la Charte des régions, Dominique? C'est sûr. Puis d'ailleurs, en parallèle à la tournée que l'on fait sur la Charte des régions, on fait également une tournée pour aller rencontrer les municipalités puis les MRC, justement, pour discuter des enjeux, pour vraiment les intégrer dans le contexte, mais aussi, il y a tout le volet dans la Charte des régions, qui est le volet de la consultation. Il faut que tu sois en mesure d'aller consulter ceux qui sont les premiers, je vais les appeler les premiers répondants, mais le gouvernement de proximité dont on parle, c'est justement nos municipalités, nos MRC, et on veut être capable de nous assurer qu'il y a un processus de consultation qui n'a pas besoin d'être le même d'une région à l'autre, mais qui a besoin d'exister d'une région à l'autre, et de le documenter dans cette Charte des régions, justement pour que on puisse avoir un effet tangible. Alors, un processus pour consulter,
les municipalités, les MRC, un processus qui te permet d'identifier quels sont les enjeux spécifiques modulés, puis après ça, des outils pour y arriver. Excellent, excellent. Dominique, une question qui nous chicote un peu à Coconut Podcast. Tu as cette capacité, tu es une femme de terrain, tu as cette capacité. Moi, je t'ai vu à différentes manifestations politiques, conférences, où ce que tu connectes avec ton monde. Ça, c'est intéressant. Le fait de sillonner, mais est-ce que cela te viendrait des habiletés de tes parents, entre autres Georges Anglade, qui avait cette capacité d'être avec les intellos, mais avec les badauds également, qui avait cette capacité de parler avec les gens d'en haut, comme on dirait dans les Antilles, ou avec les gens de la classe plus populaire. Est-ce que tu as observé, papa, comme tes filles sont en train de le faire actuellement, là, puis on les voit là, à côté de toi. Ouais, c'est intéressant. J'ai observé papa, j'ai observé maman aussi. OK, ouais, c'est ça. Les deux, très engagés, très impliqués dans leur communauté. J'ai fait beaucoup de terrain avec mes parents aussi pour aller à la rencontre des gens. Puis, peu importe, il y a une expression créole qui dit « tout le monde c'est moune ». Ça fait vraiment partie d'un leitmotiv. On est tous du monde, là. Ouais, c'est ça. Oui, tout le monde c'est moune, ça veut dire que chaque personne est une entité en elle-même, une personne qui mérite toute la considération qui lui revient, peu importe son statut social, peu importe les difficultés qu'elle a vécues, peu importe son bagage, en fait. Et ça m'a été inculqué très tôt. Et c'est le cœur, et ça, c'est le cœur de la politique. C'est le cœur, tu vas rejoindre des valeurs profondes. C'est pour ça que tu fais de la politique. Tu fais de la politique pour un groupe d'individus en particulier, une classe d'individus. Tu fais de la politique pour tout le monde. Chaque voix compte. Puis il faut être imprégné de ce que ça signifie. C'est aussi pour ça que j'aime, tu sais, dans mon comté, je dis souvent, il y a plein de mondes différents qui viennent de partout. Il y en a qui sont là depuis 4-5 générations dans un seul et même comté. Il y en a qui viennent d'arriver. Il y a du monde, des personnes âgées, des personnes qui viennent, des bébés qui arrivent, qui sont plus naissants, qui cherchent des garderies. Alors, toutes ces réalités-là, mais il faut que tu en sois imprégné. Mais ça vient beaucoup, je pense, de mes parents, effectivement. Ça, c'est superbe. Écoute, on sent que Dominique est vraiment plus à l'aise dans ses fonctions de chef de l'opposition. Véritablement, on te sent... Tu as toujours été souriante, mais là, je ne sais pas si c'est le beau temps là, qui nous arrive, mais on te sent hyper accompli, épanoui. Il y a quelque chose, monsieur en est pour beaucoup, tes 3 enfants aussi, mais on sent que tu as davantage... tu te sens vraiment à l'aise parce que tu vas nous présenter un livre. Alors là, c'est du bonbon. Ce Québec qui m'habite. Ça là, Dominique Anglade, Ce Québec qui m'habite. Sur la photo, la page couverture, Dominique. Alors là, les Beyoncé de ce monde, bon, tu n'as pas à les... Voilà, tu fais partie de... Voilà, franchement, hein, en tout cas, le photographe ou la photographe sont hyper bons. La coiffeuse, toute ton équipe, là, mais franchement... Andréane Gauthier, c'est la photographe, une jeune photographe. Je dis jeune, mais pleine d'expérience. Et vraiment, qui a l'œil, elle est vraiment extraordinaire. Je l'aime. Je l'aime beaucoup, recommandée par une styliste qui s'appelle Isabelle Gauvin. C'est toute une équipe. OK, c'est ça. Une équipe qui dit, qui réfléchit, etc. Mais ce qui était important pour moi, c'était, tu sais, je voulais pas être dans le tailleur complet, rouge, photo. C'est pas ce que je suis dans le quotidien. Puis je voulais que ça reflète un peu ce que je suis dans le quotidien aussi. Puis je pense que c'est ça que c'est pas compliqué, puis je pense que l'image dit bien ce Québec qui m'habite, il y a quelque chose de chaleureux là-dedans aussi. Le vert, couleur de l'espoir, il y a quelque chose d'intéressant, surtout dans les temps difficiles que nous traversons. Ce livre permet à la lectrice et au lecteur de véritablement comprendre et connaître
Dominique Anglade. Parce que, bon, tu sais, dans la culture haïtienne, lorsque nos parents nous éduquent, tu me corriges, mais il y a cette rectitude, cette discipline, ce professionnalisme qu'on se doit de toujours exercer, d'accord? Et là, maintenant, par moment, on est appelé à être des personnalités publiques. Alors, il y a quand même une transition entre la vie privée, la vie publique. On sent qu'il y a eu une période d'ajustement. Dans le livre, tu nous en parles. C'est relaté parce que, bon, il y a la collaboration de Marie Sterling dans ce livre, mais également la préface, alors là, vous savez, Dominique connaît les grands de ce monde aussi, hein. Régine Chassagne, qui est une amie à toi, Dominique, je pense bien. Fondation Campé, Madame Chassagne, chanteuse émérite, disons-le ainsi, d'Arcade Fire, femme de Monsieur Butler, c'est bien ça, voilà. Elle va signer la préface de ton livre. Alors, elle vient cautionner tout ce qui est dedans. Et dans ce livre, Dominique, femme très disciplinée dans son travail, mais lorsqu'elle est sur le terrain, alors là, si tu me permets l'expression, une bête sociale, les poignées de main, les saluts. Tu as rencontré mes parents, ils étaient tellement ravis de te rencontrer. Tu prends le temps pour chaque personne, Dominique. C'est pas tout le monde, hein, quand même. Alors, moi, j'aimerais t'entendre. En es-tu fier de ton livre? Es-tu fier des collaborations? Régine Chassagne, Marie Sterling. Wow. Je suis contente de l'avoir fait. Marie, c'est une personne que je connais depuis longtemps, puis je le dis dans le livre, ça répète la fille de mes parents. Elle est plus vieille que moi de quand même de 13 ans. Ça aurait pu être ma grande sœur. Et quand j'ai décidé que je reprenais le manuscrit initial, je voulais vraiment être accompagnée pour qu'on me challenge, pour qu'on me dise, qu'elle me dise, ben ça c'est bon, ça c'est moins bon, voici de quoi on devrait parler, voilà comment on devrait structurer les choses, etc. Donc, ça a été un travail de collaboration vraiment agréable et intense, évidemment, à l'image un peu de ce que je suis aussi avec Marie. Puis Régine, c'est tout ce que je ne suis pas comme personne. Régine, c'est à bien des égards mon opposé, mais c'est ce qui fait notre force aussi ensemble, c'est ce qui a fait notre force pour camper. Et quand on lit la préface, on a l'impression que c'est un peu une musique, une espèce de musique qui est décrite. C'est pas une préface traditionnelle, on sent les notes en arrière et c'est très touchant ce qu'elle a écrit aussi. Mais un livre, ça travaille de réflexion, de savoir ce que tu veux dire, ce que tu veux faire, ce que tu veux amener. Puis après ça, de travail de collaboration également pour y arriver avec mon éditrice et tout. Mais oui, je suis assez fière du résultat. Il représente bien ce que je suis aussi. C'est ça l'objectif au bout du compte, c'est que tu lis et tu dis, ça, tu peux aimer, ne pas aimer, mais c'est moi. C'est moi dans ce livre-là. À quel moment tu vas prendre conscience, est-ce que c'est un matin en prenant le thé avec monsieur, que tu vas prendre conscience que... Monsieur, c'est mon chum. Ouais, ton chum, ouais, ton mari, là, ton conjoint, là, disons-le comme ça. C'est que je reste poli, hein, monsieur, ouais, voilà. À quel moment vas-tu véritablement prendre conscience que, il me semble qu'il y a des gens qui me connaissent pas vraiment. Tu sais, t'as toujours dans cet effort de faire connaître le parti, de mieux te faire connaître, mais là, tu vas dire, non, il faut que le monde sache que je suis vraiment cette fille de terrain. Des fois, tu sais, à la télé, on met plein de maquillage, je sais pas, plein de flash, là, puis tu sais, des fois, le visage peut avoir telle posture ou autre, je sais pas, mais... Ce livre-là, moi, c'est ça qui m'a... Tu sais, plein d'articles de journaux en parlent, en relatent. Ça, c'est comme, ils étaient même contents, les journalistes, de dire « Hey, il y a une autre Dominique derrière ce que vous voyez à la télé. » Dans les podcasts, tu passes bien, je sais pas, peut-être le format, mais tu sais, même à la télé. Mais là, moi, j'ai retrouvé la Dominique Anglade que j'avais vue à la Perle retrouvée, mais comme un poisson dans l'océan. Je veux t'entendre là-dessus, Dominique. À quel moment tu dis, faut que je fasse tes affaires
à ma façon, comme je suis allé, là, je suis à l'aise. Parce qu'il y a eu un déclic, là. C'est pas... Mais je ne sais pas si Ouais. le déclic, c'est quelque chose qui se fait, je ne sais pas si c'est un moment tu te dis, ah, c'est ça que je vais faire. OK. Mais je me suis rendu compte, puis je le raconte un peu dans le livre quand je dis, à un moment donné, je monte dans l'auto, c'est la chauffeur de taxi, puis on commence à, on commence à jaser un peu, on jase 5 minutes, c'est vraiment rapide. Puis à la fin, il se retourne vers moi, puis il dit, Madame Anglade, je peux vous dire quelque chose. Vous êtes vraiment plus fine en vrai qu'à TV. Je me dis, est-ce que c'est un compliment réellement? Pas trop, tu sais. Ça veut dire que tu pas trop fine à TV. Mais tu te rends compte que les gens ont une opinion basée sur un commentaire ou une entrevue que tu as faite, puis c'est pas ce qui t'anime au quotidien, c'est pas ce commentaire-là ou cette chose-là qui t'anime au quotidien. Et donc, au début de la chefferie, j'ai commencé à me dire, peut-être que je devrais raconter ce qui m'habite, ce qui m'interpelle. Puis j'ai ressorti le livre, en fait, les 178 premières pages que j'avais écrites en 2011, puis j'ai dit, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui explique un peu, qui explique pourquoi je fais ce que je fais. Et donc, j'ai voulu le reprendre et le retravailler, puis le mettre dans une perspective 2021. Mais je ne sais pas si ça s'est fait du jour au lendemain. Je pense que il y a eu une transition. J'ai apprivoisé l'idée. Après ça, j'ai dit, OK, on fait ça, là. Puis après, je suis allée parler à Marie. Puis Marie m'a dit, non, mais je ne suis pas la bonne personne pour faire ça avec toi du tout, là. Voyons donc. J'ai dit, non, Marie, t'es la seule. T'es la seule. Puis je pense qu'elle ne le regrette pas non plus. On a eu beaucoup de plaisir. Mais surtout, on a grandi un peu dans l'exercice de ces livres. Petite question comme ça. Est-ce que Monsieur le Premier ministre s'est procuré le livre ou en cachette ou lui avez-vous fait une dédicace? OK, ouais, on va tenter de l'avoir en entrevue. Pas facile, mais on va tenter. Dominique, on a eu un budget récemment. Éric Girard, ministre des Finances, nous a déposé un budget. En temps de pandémie, toi, tu regardes toutes les demandes qu'il y a des groupes communautaires, du milieu scolaire, au niveau des demandes en ce qui a trait à la crise du logement. Tu dis qu'il s'agit d'un budget conservateur de la part du ministre Girard. Nous aimerions t'entendre là-dessus. En fait, l'occasion du budget, c'était un peu de présenter aussi ta vision post-pandémie, parce qu'on va finir par se sortir de cette crise-là. La vaccination va être un des véhicules pour s'en sortir, donc on l'espère plutôt que tard, mais on va finir par avoir la lumière au bout du tunnel, puis il va falloir se dire quel genre de Québec est-ce qu'on veut avoir après? Quel genre de Québec est-ce qu'on veut bâtir après? Et dans le budget, il n'y a rien il n'y a tout simplement de vision qui anime le gouvernement. On fait beaucoup d'infrastructures, de routes, de bâtisses, etc., soit. Mais c'est ce qu'on faisait aussi il y a 30 ans ou il y a 40 ans pour se sortir d'une crise. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On investit, il y a des investissements en santé qui sont bienvenus, mais tout le volet santé mentale mérite une grande attention. On n'a pas suffisamment dans ce budget. Et puis, il y a d'autres éléments. Et on dit, c'est important, mais il n'y a pas de sommes qui sont accordées. On a beaucoup parlé de la question de la violence faite aux femmes pour illustrer justement cet exemple-là. Donc, il n'y a rien qui transcende, il n'y a rien de moderne, il n'y a rien qui dit, voici la vision qui est portée par François Legault, autre que de dire, tu fais un budget et tu mets des sommes. Mais on ne sent pas l'après-pandémie. Or, l'après-pandémie, c'est quoi? Il y a des changements importants qu'on est en train de vivre. On ne pourra pas penser le progrès économique de la même manière. Le progrès économique doit s'accompagner d'un progrès social, d'un progrès environnemental. Il faut que tout ça soit intégré. On ne peut pas considérer l'environnement comme une considération parmi tant d'autres. Les inégalités ont été exacerbées par la pandémie. La question des femmes sur le marché du travail, notamment, est un enjeu
extraordinairement important. Le fait qu'il n'y ait pas de place en garderie présentement, que des femmes restent à la maison parce qu'elles n'ont pas le choix, qu'il y a quand même un recul important qu'on est en train de vivre. Donc, ce qu'on veut, c'est sentir cette vision-là. C'est définitivement pas ce qu'on a senti dans le budget qui a été déposé. Maintenant, ce sera à nous, comme formation politique, d'arriver aussi avec nos propres projets, suggestions, mais au-delà des suggestions, qu'est-ce qui nous habite, encore une fois, l'image dit qu'est-ce qui nous habite, puis ça va être ça le défi qu'on aura dans les prochains mois. Dans ce budget, certains groupes communautaires, entre autres, qui travaillent auprès des femmes, surtout auprès des femmes violentées, disent que dans ce budget, le ministre Girard n'y alloue, ainsi que le premier ministre, n'y alloue qu'une somme. Ouais. Il leur faudrait le double. Voilà. Bien sûr, mais le double, en fait, même, on parle même de 10% des besoins qui sont comblés avec le budget. Plus d'argent, évidemment. L'argent, c'est pas tout, mais c'est un gros élément. Plus d'argent pour les organismes communautaires qui sont sur le terrain, qui comprennent la réalité terrain, qui comprennent ce que vivent les gens dans leur quotidien, qui comprennent les besoins, mais également un suivi, le tribunal qui soit vraiment orienté sur la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Ça aussi, c'est extrêmement important de pouvoir poser les gestions. Il y a eu un rapport qui a été déposé en décembre qui a 190 mesures, recommandations. Moi, je les ai toutes lues, les recommandations. On a passé à travers chacune d'entre elles. Il y en a justement la question du tribunal qui ressort, l'accompagnement des victimes, à quel point c'est important. Alors, tu as l'impression que ça se fait, ça, un espèce de rapport qui s'est fait de manière transpartisane, puis un budget qui se fait en parallèle, puis que les deux ne se parlent pas. Et c'est un peu ce qui est reproché, alors que ces enjeux-là sont fondamentaux, mais aussi émanent de toute la question de la santé mentale dont on a besoin de parler davantage et pour lesquelles on a besoin de trouver des solutions et du financement. Tout ça, c'est lié et je pense que ces volets-là sont vraiment clairement sous-estimés par le gouvernement. D'accord. Équilibre budgétaire, est-ce une bonne chose qui le reporte ou il aurait fallu qu'ils essayent tant bien que mal d'atteindre cet équilibre budgétaire? C'est une bonne chose que de le reporter. C'est une bonne chose que de le reporter parce qu'on est dans un contexte où pour relancer relancer dans l'économie, mais relancer tout ce qu'on a besoin de faire comme travail dans la société, on a besoin d'investir présentement. Donc, on n'est pas dans une période où on peut se dire on va au contraire serrer le cordon de la bourse. Ce n'est certainement pas le moment de le faire. Et moi, j'étais très à l'aise avec le report de l'équilibre budgétaire. Superbe. On sait que le ministre Jolin Barrette, il est en train de travailler assurément avec des collègues un projet de loi qui va tenter d'encadrer tout ce qui arrive au niveau des féminicides ou même de la violence faite aux femmes. Des fois, celles-ci sont pas trop enclines à dénoncer ou à rapporter les faits. Que pouvez-vous nous dire sur le travail qui est fait par notre procureur général ici au Québec actuellement? Pas grand-chose, parce qu'on n'a pas grand-chose, que je sais pas. En fait, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Je ne sais pas sur quoi il planche. Faut dire aussi qu'un projet de loi en général, c'est d'abord présenté aux élus à l'Assemblée nationale avant d'être partagé avec la population. Mais j'en ai pas, j'ai pas du tout accès à ça en date d'aujourd'hui. Donc, je ne peux pas en dire énormément, sauf que je pense qu'il y a des réformes qui doivent être importantes. Et comme je l'ai dit, ça émane aussi du rapport qui a été déposé au mois de décembre dernier. Le rapport transpartisan. Je tiens à le souligner parce que ces enjeux-là ne sont pas des enjeux qui intéressent un seul parti, mais qui intéressent l'ensemble des formations politiques. Superbe. Dominique, actuellement, les dossiers sont chauds là, à l'Assemblée nationale. On sent qu'il est peut-être comme un bon père de famille, mais en tant que ministre,
c'est pas facile hein, pour lui actuellement. Le ministre Roberge, notre ministre de l'Éducation, écoute, on a vu à maintes reprises Madame Risky, et là maintenant, lorsqu'on voit que c'est la chef de l'opposition qui dit assez, c'est assez, Monsieur le Premier ministre, on doit demander qu'il quitte. Alors, Monsieur Roberge, parce que là, on ne sait pas. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En cas, Monsieur Roberge, c'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre, depuis le mois d'août, on parle de toute la question de la ventilation dans les écoles. Ça a été documenté en veux-tu, en voilà par différents experts internationaux, locaux. Ça a été poussé, ils nous dire, c'est pas si important que ça, c'est pas si important que ça, pour finalement nous dire, il va faire des tests, finalement, il fait des tests qui sont bidons, qui ne sont pas approuvés par la santé publique, mais qui nous disent, alors, il nous a dit en pleine file, M. Roberge a menti. C'est ça qu'il a fait. Il a menti en disant qu'il avait l'approbation de la santé publique pour aller de l'avant. Ça, à un moment donné, il y a comme plus. Que tu aies fait une erreur, c'est une chose. Que tu n'aies pas été en accord sur un point, c'est une chose. Qu'on soit capable de reconnaître le travail de gens qui ne sont pas de notre formation politique. Moi, je suis tout à fait à l'aise à dire je pense que ça, c'est un bon coup. Puis je pense que ça, c'est bien. Mais on ne peut pas venir nous dire n'importe quoi, vraiment n'importe quoi dans le cas de la ventilation, d'autant plus que vendredi passé, dire finalement, tous ceux qui peuvent avoir des purificateurs d'air dans les classes, on va les recommander au mois d'avril. Il y a des parents qui voulaient même en payer dans certaines écoles. C'est vraiment rire du monde. C'est vraiment rire du monde. Mais, alors moi, la coupe est pleine, là, puis elle est pleine. Mais vraiment. Mais le ministre Roberge, est-ce qu'il ne se fie pas à ces mandarins de l'État qui sont ces hauts fonctionnaires, les sous-ministres qui devraient, normalement, lorsqu'un ministre arrive en poste, ces gens-là orientent beaucoup avec certaines données qu'ils ont en main. Je sais pas. Mais il faut dire aussi, ils ont changé son directeur de communication, ils ont changé son sous-ministre. À un moment donné, là, il faut qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne pense pas que dans le milieu de l'éducation, les gens sont particulièrement satisfaits par le travail du ministre. C'est certainement pas ce qu'on entend sur le terrain, c'est certainement pas ce qu'on voit non plus dans les médias. Alors, je pense que, honnêtement, là, c'était la goutte de trop la semaine dernière. Puis c'est pour ça qu'on pense qu'il devrait quitter ses fonctions. Maintenant, c'est au premier ministre de me dire je ne peux pas voir que le premier ministre soit satisfait de la situation. Je ne peux pas imaginer qu'il le soit. Mais ça, c'est au premier ministre de décider. Parce qu'actuellement, on voit dans ce gouvernement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais dans ce gouvernement, est-ce que le ministre Roberge a les coudées franches? Parce que les ministres sont presque absents. Avant la pandémie, on voyait les monsieur Barrette, on en voyait pas mal beaucoup là sur le terrain en nez large, comme on dit. Mais aujourd'hui, des fois, on se demande est-ce qu'ils sont même présents, on les voit rarement, quelques petites apparitions. Moi, c'est peut-être là je pourrais revenir à sa défense. A-t-il les coudées franches? On est en pandémie, c'est difficile en pandémie, le contexte est différent, même dès que ça fasse un an qu'on soit en pandémie. Mais le contexte est différent. Alors, on ne voit pas, et c'est sûr qu'on ne voit pas les gens comme on pourrait les voir autrement. Il y aurait les journalistes pourraient se déplacer, on peut aller se balader un peu partout, aller à la rencontre des gens. Ce n'est pas ce qu'on vit présentement sur le terrain. C'est plus difficile. Mais il reste des enjeux importants. Il reste des enjeux. On a demandé à avoir un sommet en éducation. Le sommet qu'on a eu, c'est un sommet qui est à huis clos. À un moment donné, si tu veux avoir un sommet, c'est pouvoir échanger, comprendre, proposer des choses, que les gens puissent en discuter pour pouvoir sortir les meilleures idées, pour pouvoir aller de l'avant. La question de la transparence, ça aussi, c'est important. Comment les décisions sont prises. Ça fait 1 an qu'on est géré par décret au Québec, que le gouvernement décide de tout sans avoir de véritable reddition de compte. C'est véritablement un enjeu pour la démocratie. Donc, ce sont des choses qu'il faut que nous aussi, on mette de l'avant. Mais j'ose espérer qu'on va finir par se sortir aussi de cette crise. Superbe. Tu nous parles de transparence. Il y a eu l'affaire Camara
Mamadi Camara. Par la suite, on a vu les groupes de pression sortir un peu, la mairesse de Montréal, entre autres, vous-même à l'opposition un petit peu quand même. Et on a vu notre vice-première ministre, Madame Guilbeault, également ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, nous annoncer qu'il y aurait cette enquête indépendante, d'accord, du juge Louis Dionne, et celui-ci ferait un rapport, mais que le rapport ne serait pas nécessairement rendu public. De votre côté, on reçoit un peu plus tard dans ce mois, premier anniversaire, Maître Dufresne-Lemire. On lui posera la question également. Mais vous, oui, Madame Dominique, Madame la chef de l'opposition officielle, quand même, hein, on aimerait vous entendre là-dessus. Comment vous allez pousser pour tenter de faire en sorte que ce rapport soit rendu public dans son entièreté? De manière générale, la transparence, là, ça a bien meilleur. OK? Non, mais c'est vrai, c'est plus t'es parce que chaque fois que tu ne l'es pas, chaque fois que tu ne rends pas les documents publics, les gens se posent encore plus de questions. Moi, je pense qu'on est beaucoup mieux d'aller de l'avant et de dire, mais voici la situation et de l'expliquer. Les gens ne sont pas des imbéciles, là, ils vont comprendre, là, ils sont intelligents, il faut faire confiance à l'intelligence de la population par rapport à certains enjeux. Ça, c'en est un exemple où la transparence devrait prévaloir. Comme dans bien d'autres cas, on dit, donnez à la population les informations pour que la population puisse se faire une tête. Je pense que c'est sous-estimer les Québécois que de ne pas vouloir jouer franc jeu sur ces enjeux-là. Alors, je pense que celui que vous allez recevoir cette semaine, ce mois-ci, va pouvoir en témoigner également. Puis, on a besoin de comprendre ce qui se passe, se faire une tête, et après ça, pouvoir avancer. Superbe. Et écoutez, on avance très rapidement. Nous avons actuellement, récemment, on a eu notre premier ministre qui n'était pas nécessairement content d'un choix fait par les ressources humaines de la ville de Montréal en la personne de Boshra Manahi, commissaire contre le racisme systémique à la ville de Montréal. Et puis, peu de temps après, on a vu quand même le premier ministre, remettre ce dossier à un de ses ministres, le ministre Charette. Ce dernier, il nous a dit, j'ai eu le poste parce que moi, ma femme, elle est issue de communautés culturelles, moins parler créole, alors c'était un peu sa manière de justifier. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire le boulot? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une compréhension? Est-ce que le premier ministre a erré? Ou on aimerait vous entendre très rapidement là-dessus. Deux choses. Moi, je pense que peu importe la personne, okay? Moi, je ne suis pas attachée à qui devrait obtenir le poste, pas un homme, pas une personne de couleur. Ça m'importe peu. Ce qui m'importe, d'abord, puis qu'elle parle créole ou pas, ça m'importe peu. Ce qui m'importe beaucoup, par contre, c'est que la personne ait un véritable intérêt pour la chose et qu'elle prenne cet élément-là au sérieux. Un des premiers enjeux, c'est que toute la question du racisme systémique, ils ne le reconnaissent pas, puis ils ne veulent rien savoir pour des raisons électoralistes. Bon, alors ça, c'est quelque chose c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que la question climatique est quand même essentielle. Elle doit jouer un rôle important et c'est déjà un ministre qu'on ne voit pas suffisamment sur les enjeux climatiques, qui s'occupe de notre dossier qui, lui, est souvent mis de l'avant aujourd'hui, que ce ne serait-ce qu'avec la question des Autochtones, mais également avec la question de personnes racisées. Alors, le choix est particulier de donner à ce ministre-là, et ça ne peut pas être parce que tu as une femme qui est dans ça doit aller au-delà de ça. Est-ce que le ministre a une volonté de faire quelque chose? On verra. Est-ce qu'il y a une volonté de reconnaître les choses? Ça, la réponse, c'est non. Alors, on verra comment ça va évoluer, mais tu as l'impression qu'il fallait nommer quelqu'un pour nommer quelqu'un, puis là, on a plus celui-là. On attendra les résultats. Mais donner un exemple concret, c'est que avec le décès de Joyce Echaquan,
les communautés sont revenues et ont dit, nous, on veut qu'on adopte le principe de Joyce à l'Assemblée nationale. Mais ce principe de Joyce-là n'a pas été entériné à l'Assemblée nationale parce que le gouvernement a refusé de l'entériner. Le dialogue, là, il va se faire, puis il faut trouver les moyens de bâtir ce lien-là. Puis je ne suis pas sûre qu'ils aient encore trouvé la recette par rapport à ça. Bon, Dominique, dernière question. Ça va vite, incroyable. Wow, super intéressante, hein, Dominique. Ouais, bah, moi, je le savais déjà. Là, Mais Dominique, là, actuellement, on vit une situation dans différentes régions du Québec qui était passée au jaune, orange, bon, mais qui n'était plus au palier rouge. Et là, maintenant, dû un peu à un non-respect peut-être des citoyens, hein, les comportements ne sont pas nécessairement les bons, on a dû ramener ces régions en zone rouge. Alors imagine-toi donc que certains commerçants, restaurateurs ont dû faire des commandes, de la laitue, des tomates, hein, tu sais, pour parler le langage de la viande, du crabe, Puis là, qui ont dû faire des ventes de feu un peu avec l'aide de M. Labaume qu'on apprenait. Ils ont vendu, puis les citoyens ont embarqué à Québec, mais il y a d'autres régions qui n'ont pas eu nécessairement cette chance. On a tout plein d'entrepreneurs qui sont, mais aujourd'hui, aux abois, si je peux le dire ainsi. On a nos écoles qui aujourd'hui, c'est l'enseignement à la maison pour certains. Dominique, mais où va-t-on avec ces décisions au niveau du réseau scolaire? Je pense que le message qu'on a demandé au gouvernement la semaine dernière, justement, ça fait plusieurs semaines qu'on dit, il faut préparer la population à ce qu'on vit. Tu ne peux pas du jour au lendemain décréter, finalement, ça, c'est fermé du jour au lendemain. Il faut préparer la population. Puis d'aller de 12 jours en 14 jours, en 28 jours, etc., ça ne nous aide pas nécessairement parce que ces délais ne sont jamais respectés. Ils n'ont pas été respectés une seule fois. Alors, il faut revenir à la direction de la transparence. Dites-nous ce que vous voyez. Quand est-ce que la population aura des vaccins? Voici de quoi ça a l'air. Voici un scénario pessimiste. Je pense que ça pourrait être très difficile pour le Québec. Voici un scénario plus optimiste. Voilà pourquoi on veut se rendre au scénario plus optimiste. Voici les gestes qu'il faut poser. C'est de donner une perspective. Parce que là, alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sortent avant le gouvernement maintenant, des décisions. Il y a d'autres régions qui ont été dans Chaudière-Appalaches, en Beauce, on a vu ça donner en fin de semaine. Donc, du jour au lendemain, il y a des zones qui sont obligées de fermer, etc. Mais ça, c'est cette capacité qu'on demande au gouvernement d'anticiper et aidez-nous, nous aussi, comme population, à anticiper ce qui s'en vient. Dites-nous, voici les différentes possibilités, voici là où je pense que ça va être. On va mettre un terme parce qu'on est capable de vacciner le monde à partir à la fin de telle date, on aura vacciné tel pourcentage de la population. Il faut qu'ils nous montrent le chemin, pas qu'ils gèrent à la petite semaine. On gère encore à la petite semaine alors que ça fait plus qu'un an qu'on est en pandémie. Alors, il faut terminer cette manière d'improviser à la petite semaine et donner une perspective de plus long terme. Dominique Anglade, toute une entrevue. Les mots de la fin seront les tiens. J'aimerais que tu nous entretiennes, t'as 30 secondes, 1 minute, là. Les femmes du Québec, les gars du Québec t'écoutent aussi. J'aimerais que tu nous entretiennes en ce qui a trait au féminicide. Là, il y en a marre, là. Tu sais, c'est le 8e, là, qu'on vit. C'est ça, là, cette semaine au Québec. Tu sais, j'aimerais t'entendre, là, ces derniers temps. Là-dessus, là, t'as une capacité, là, toi, de toucher du monde. Les Québécoises et Québécois t'écoutent. On aimerait t'entendre là-dessus, Dominique. Tout le soutien qu'on peut apporter à des gens autour de nous qui vivent des moments difficiles, il faut le faire. Il ne faut pas laisser les choses dégénérer. Il faut mettre toute la pression possible pour que les organismes communautaires puissent accompagner les femmes qui sont présentement aux prises avec des situations extrêmement difficiles, d'autant plus que c'est la pointe de l'iceberg. Mais on a tous un rôle à jouer. Moi j'ai vu des femmes qui sont victimes de violences conjugales. J'ai essayé de jouer mon rôle le plus possible pour essayer d'aider dans certains cas spécifiques. Puis je pense que chacun peut jouer un rôle là-dedans. Et ça, c'est indépendamment homme ou femme, on a un rôle à jouer. Puis
Ça, c'est demain matin qu'on peut le faire. C'est aujourd'hui. C'est lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas correct, comment est-ce que tu peux apporter un soutien. Les hommes aussi. Il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a des hommes qui sont violents, qui ont besoin d'être accompagnés également. Quand on voit des comportements qui sont erratiques de la part de certaines personnes, dire qu'ils ont besoin d'aide, de mentionner, aller chercher de l'aide, soutenir les organismes pour qu'il n'y ait pas 1 mois, 2 mois, 3 mois d'attente avant d'obtenir de l'aide. Ça aussi, ça fait une énorme différence. Puis après ça, c'est sur le long terme. Après ça, c'est quel genre de société dans laquelle on veut vivre. Puis il va falloir qu'on mette que les bottines suivent les babines, puis qu'on mette de l'argent là où ça compte, et ça peut faire une différence. Ma mère, elle m'avait raconté une anecdote. C'est pas directement relié à la violence conjugale, mais ça m'a beaucoup marqué. Elle disait, qui est plus pauvre que l'homme le plus pauvre au monde dans le pays le plus pauvre? Puis j'avais dit, mais personne, je ne voyais pas qui. Puis elle m'avait dit, sa femme et bien souvent ses enfants. Alors, quand tu penses à des politiques publiques, des choses qui se mettent de l'avant, il faut toujours te dire qui sont les plus à risque, puis réfléchir en fonction de ça. Je pense que c'est quelque chose qui m'est resté de ma mère, mais qui est ô combien pertinent encore aujourd'hui. Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle, les remerciements que tu aimerais adresser à ton équipe, l'ensemble des gens qui te suivent sur merci à toi d'être une voix, une inspiration pour toute la génération montante qui te voit te lancer dans une aventure qui n'est pas évidente. C'est pas une aventure qui est évidente de lancer tout ça. C'est pas facile. Il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup de volonté. Parfois, tu sais, tu as des moments, je suis sûre que tu as des moments qui sont très... Ça, c'est comme... Il y a des hauts, c'est des montagnes russes, ces affaires-là. C'est sûr que c'est des montagnes russes. Alors, merci à toi de ton engagement, de ton implication, de la différence que tu fais au quotidien. Parce qu'il y a des gens là, qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui vont peut-être te regarder et qui vont te dire, tu sais quoi, c'est le fun ce qui fait que nous, ça tente de faire pareil plus tard. Puis ça me fait. Merci. Merci à toi, Dominique Anglade. Alors, comme on dit, suite à notre voyage cet été dans les régions du Québec, nous nous sommes rendus dans plusieurs régions et on a appris en langue Innu, on nous dit Chinash Kumitin. Les Algonquins nous disent Miigwech. Et les Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen, merci. Et dans la langue des Taïnos Arawak, plus précisément, il dit « Merci en pile, Madame la chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade. Toute une entrevue. Tu viens de faire ma semaine. Merci beaucoup. On reprend ça. Merci beaucoup à l'équipe. Alors, au plaisir tout le monde, vraiment. Merci beaucoup. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle du Québec. Sa 2e fois à Coconut Podcast. Je vous invite à vous procurer son tout dernier livre, préface de Régine Chassaigne. Messieurs, dames, Dominique Anglade, ce Québec qui m'habite. Vous allez vous raffoler déjà les quelques brides qui nous sommes disponibles dans les journaux. Comme on veut aller l'acheter. Moi, je finis l'entrevue, puis je vais aller me le chercher chez Renaud Bré en espérant que je le trouve. Je pense qu'il est là, il m'en reste. J'avais appelé, il en reste encore. Ce livre part comme des petits pains chauds. Vous voulez connaître Dominique Anglade? Procurez-vous-le, puis vous allez apprécier. Sur ce, moi, je vous dis prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast et on vous dit Niawen. Merci, au revoir.